Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les projets les mieux préparés finissent parfois par dérailler? Aujourd'hui, on va explorer ensemble cette logique cachée, ces forces un peu invisibles qui animent nos lieux de travail. On connaît tous cette situation. Une stratégie qui semble parfaite sur le papier, une équipe brillante, et pourtant quelque chose bloque. Le projet n'avance pas, des tensions apparaissent, comme sorties de nulle part. La raison, en fait, est souvent juste sous nos yeux, mais on ne la voit pas. La clé du problème, ce n'est pas un truc qu'on peut trouver dans un tableur Excel ou un diagramme de Gantt. Non. Elle se cache dans ce qui se passe sous la surface, dans toutes ces dynamiques humaines qui nous animent au quotidien, bien souvent sans même qu'on s'en rende compte. Et pour comprendre ces dynamiques, on va aller voir du côté de quelques pionnières de la psychanalyse. Leurs travaux sont souvent méconnus dans le monde de l'entreprise, et pourtant, elles nous ont donné des outils incroyables pour voir ce qui est d'habitude totalement caché. Prenons un premier concept, celui de Françoise Dolto. C'est fascinant. Elle nous dit que notre identité au travail, ce n'est pas juste notre poste ou notre fiche de paye. Non, ça va bien plus loin. Ça inclut tout notre vécu, le stress qu'on ressent, la fatigue qu'on accumule. En gros, notre corps et notre esprit forment ce qu'elle appelle une image inconsciente. Et c'est ça qui influence vraiment notre façon d'agir au boulot. Et ça nous amène à l'idée de médiation, développée par Sophie Morgenstern, qui a d'ailleurs été la formatrice de Dolto. Elle a montré que parfois, la parole directe, ça ne marche pas. Les gens ont peur, ils n'osent pas parler. Dans ces cas-là, il faut créer des cadres différents. En entreprise, ça peut être un atelier bien structuré, un espace de discussion vraiment sécurisé pour que les non-dits puissent enfin sortir. Alors là, on touche à une idée vraiment puissante. C'est celle d'Isabelle Menzies-Leaf. Elle a découvert que les règles, les routines d'une entreprise ne sont pas toujours là que pour l'efficacité. Souvent, ce sont des défenses sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce sont des mécanismes que le groupe met en place, sans s'en apercevoir, pour gérer une angoisse qui est partagée par tout le monde. Son étude la plus célèbre, dans un service infirmier, est l'exemple parfait. L'objectif rationnel, bien sûr, c'était de soigner les patients. Mais l'angoisse de la maladie, de la mort, était tellement forte que le personnel avait développé, inconsciemment, des routines très déshumanisantes. C'était une défense super efficace contre leur anxiété, mais c'était terrible pour les patients et pour eux-mêmes au final. Avec ces concepts en tête, on peut maintenant identifier ce qu'on va appeler 4 angles morts majeurs de notre façon de voir le travail. Ce sont des zones que le management classique a tendance à complètement ignorer et souvent, ça lui coûte cher. Allez, on va passer en revue ces 4 points cruciaux. Une fois qu'on met de la lumière dessus, ça peut vraiment transformer notre vision de l'entreprise et expliquer pas mal de blocages qui nous semblaient jusque-là totalement insolubles. Le premier angle mort, c'est peut-être le plus fondamental. Il touche à la nature même de nos motivations. On croit qu'elles sont rationnelles, mais est-ce vraiment toujours le cas? On adore penser que les décisions en entreprise sont logiques, basées sur l'intérêt. Mais la réalité, c'est que des équipes entières, des départements, peuvent adopter des comportements complètement irrationnels, juste pour se protéger d'une peur collective. La fameuse culture d'entreprise, ce n'est pas qu'une liste de valeurs sur un mur, c'est aussi et surtout un système de défense émotionnelle. Passons au deuxième angle mort. Celui-ci, il va au cœur de ce qui rend le travail si complexe et parfois si difficile, les relations entre les gens. Nos conflits au bureau, ils ne sont pas toujours basés sur des faits objectifs. Loin de là. Ils sont souvent nourris par nos propres perceptions, ce que les psys appellent nos représentations internes. On peut idéaliser un manager un jour et le détester le lendemain sans que la réalité ait tant changé que ça. C'est ça qui crée des dynamiques très compliquées. Le mécanisme du bouc émissaire, c'est l'exemple parfait de ça. C'est simple, le groupe projette toutes ses faiblesses sur une seule personne. Pourquoi? Parce que ça permet à l'équipe de garder une belle image d'elle-même, et ça donne à la direction un coupable tout trouvé. C'est une dynamique hyper stable, mais évidemment c'est profondément injuste et totalement contre-productif sur le long terme. Troisième angle mort. Celui-là nous oblige à lever la tête et à regarder au-delà des murs de l'entreprise. Parce que non, le bureau n'est pas une bulle coupée du monde. C'est juste impossible de séparer la personne au travail de son contexte social et culturel. Les normes de la société, les attentes liées au genre, tout ça, ça influence énormément la manière dont on se comporte, dont on interagit, et même les rôles qu'on s'autorise ou pas à jouer au bureau. Des théoriciennes comme Karen Horney ou Joanne Rivière ont beaucoup travaillé là-dessus. Elles ont montré que notre personnalité est façonnée par le social et que très souvent au travail, on joue un rôle, une sorte de mascarade, pour coller à ce qu'on attend de nous. Notre identité pro est donc une construction bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Et on arrive au 4e et dernier angle mort. C'est peut-être le plus délicat, car il ne s'agit pas de ce qu'on dit, mais de la manière dont on écoute ou pas. Dans les moments de crise, de conflit, de grandes incertitudes, les mots peuvent nous manquer. Ou pire, ils peuvent devenir tronqueurs. Les réunions habituelles, les entretiens formels, ça ne suffit plus du tout. Essayer de communiquer normalement dans ces moments-là ne fait souvent qu'envenimer les choses.
Alors on fait comment? Eh bien, en s'inspirant de Morgenstern et Dolto, on peut imaginer un processus en 4 étapes. D'abord, admettre que les mots ont leurs limites. Ensuite, créer un cadre vraiment sécurisant. Puis, utiliser des outils de médiation. Et enfin, interpréter ce qui sort avec beaucoup de prudence. C'est comme ça qu'on peut faire émerger une parole plus vraie. Alors, au final, que faut-il retenir de tout ça? Ce ne sont pas juste des théories pour intellectuels. En fait, ces concepts nous donnent une nouvelle grille de lecture, une nouvelle paire de lunettes pour regarder notre lieu de travail d'une façon complètement différente. Voilà le message central. Si on commence à prêter attention à tous ces schémas émotionnels et symboliques qui sont cachés, alors on peut enfin comprendre le pourquoi derrière les succès et les échecs. On passe d'une gestion de la surface à une vraie compréhension de ce qui se joue en profondeur. Et pour finir, je vous laisse avec une question. Dans n'importe quelle organisation, quel est cet angle mort, cette dynamique invisible, ce non-dit qui a en réalité le plus d'impact? Réfléchir à ça, c'est peut-être le tout premier pas vers un vrai changement.